Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le 26 mai 1828 à Nuremberg. C'est le petit matin. 5 heures viennent de sonner à la cathédrale. Il fait déjà clair et il fait beau. Nuremberg, qui est resté en cette première moitié du XIXe siècle une ville-musée avec ses magnifiques maisons du Moyen-Âge au toit en pente, dort encore. Car il faut vous dire que le 26 mai 1828 est un lundi de Pentecôte. Hier, c'était la fête. Les bourgeois, les artisans, les ouvriers ont veillé tard chez eux ou dans les tavernes. Et aujourd'hui, c'est encore fête, alors tout le monde est au lit. Oh, pas tout le monde, bien sûr. Rue de la Fosse aux Ours, 2 cordonniers, Weichmann et Beck, rentrent péniblement chez eux. Ils titubent sur les mauvais pavés, ils chantent. Bref, pour eux, la nuit a été joyeuse. En bas, la rue débouche sur une place. Soudain, Weichmann s'arrête et agrippe son compagnon par le bras. « Hé, Franz, t'as vu ?»« Oh ben ça alors. C'est pas ordinaire. » Ce n'est pas ordinaire en effet. Debout, au milieu de la place, il y a un jeune homme qui doit avoir environ 16 ans. Il est vêtu d'une chemise grise, d'une culotte courte avec des bretelles à la mode allemande et d'une veste d'étoffe noire. De la main droite, il tient un grand chapeau bien poliment le long du corps. Dans sa main gauche, tendue devant lui, comme dans un geste d'offrande, il y a une lettre. Mais ce qui frappe, c'est l'immobilité absolue du jeune homme. On dirait une statue, un mannequin de cire. Ses yeux grands ouverts regardent fixement devant lui. Son visage n'a aucune expression. Les 2 hommes s'approchent. « Hé, l'ami !»« Hé, l'ami !» L'ami ne répond pas, ne bouge pas, ne les regarde pas. Alors, Weichmann, brusquement dégrisé, prend la lettre et l'ouvre. Ce qu'il y a dans cette lettre, c'est l'énigme du XIXe siècle. Et cette énigme porte un nom. Elle s'appelle Gaspard Hauser. La lettre du jeune homme est adressée à monsieur le capitaine commandant le 4e escadron de chevaux légers. Elle est rédigée dans un très mauvais allemand et en voici la traduction. « Très honoré monsieur le capitaine, je vous envoie un garçon qui voudrait servir fidèlement son roi. Ce garçon m'a été confié en 1812, le 7 octobre. Je suis moi-même un pauvre journalier, j'ai 10 enfants. Sa mère m'a confié l'enfant pour son éducation, mais je n'ai pas pu la questionner et je n'ai pas dit au tribunal que le garçon m'a été remis. Aucun homme ne sait où il a été élevé et lui-même ne sait pas comment ma maison s'appelle. Vous pouvez toujours le lui demander, il ne peut pas le dire. Je lui ai appris à lire et à écrire. Très honoré, monsieur le capitaine, vous ne devez pas vous tracasser. Il ne sait pas mon endroit où je suis. Je l'ai conduit au milieu de la nuit, il ne sait pas le chemin de la maison, il n'a pas un centime sur lui. Si vous ne le gardez pas, vous pouvez le pendre dans la cheminée. » Il n'y a bien entendu pas de signature, mais il y a un autre billet d'une écriture différente. « Le petit a été baptisé sous le nom de Gaspard. Donnez-lui le nom de famille que vous voudrez et daignez prendre soin de lui. Il est né le 30 avril 1812. Je suis une malheureuse fille et je ne peux le garder. Son père est mort. » Ces 2 billets, le capitaine von Wessenig les regarde d'un air maussade. Qu'est-ce que veut dire cette plaisanterie de mauvais goût?
Deux pochards qui viennent lui amener un vagabond qui porte une lettre à son nom. C'est un comble. Et un lundi de Pentecôte par-dessus le marché. Il appelle deux de ses hommes. Conduisez-le à la tour. La tour est un donjon du Moyen-Âge au centre de la ville. C'est la prison municipale. Elle a d'ailleurs miraculeusement survécu aux destructions de la dernière guerre. Elle est toujours là. Et c'est à Nuremberg le dernier vestige de notre histoire. Gaspard reste plusieurs jours dans la tour. Il s'installe dans un coin et il s'amuse tout seul. Il se promène à quatre pattes, il pousse de petits cris. Il se sent à l'aise en prison. Il a même l'air d'y retrouver de vieilles habitudes. Le geôlier, qui est un brave homme, vient le voir. Il lui pose des questions. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Gaspard ne répond pas. Il sourit d'un bon sourire gentil et enfantin, mais quand le geôlier lui tend une feuille de papier et un crayon, alors là, la figure du jeune homme s'illumine. On dirait qu'un déclic se fait en lui. Il prend le crayon et, en s'appliquant bien, en tirant la langue, il écrit 2 mots et rend tout fier sa feuille de papier. Il a écrit Gaspard Hauser. Pourtant, l'aventure intrigue les autorités, au point que le bourgmestre de Nuremberg en personne se rend à la tour pour interroger le mystérieux inconnu. L'interrogatoire de Gaspard Hauser est long, difficile, un chef-d'œuvre de patience. Le malheureux a toutes les peines du monde à répondre aux questions et son vocabulaire est terriblement limité, 100 de mots à peine. Après une semaine d'efforts, le bourgmestre rend public le résultat de l'interrogatoire. Gaspard Hauser a toujours vécu enfermé dans une petite pièce étroite, basse, sans plancher, sur la paille et la terre battue. Les 2 fenêtres ne laissaient passer qu'un peu de soleil. Il restait assis par terre et jouait avec 2 chevaux blancs en bois et un chien blanc en bois également. Dans un endroit creusé dans le sol, il y avait un vase pour ses besoins. Non loin, un sac de paille qui lui servait de lit, c'est tout. Faute d'exercice, il pouvait à peine marcher. Le matin, en se réveillant, il trouvait près de son lit du pain noir, de l'eau et son vase était vidé. Un homme habillé de noir lui a appris à lire et à écrire. Un soir, l'homme est venu et lui a dit « Je vais te conduire à la grande ville ». En pleine nuit, il l'a pris sur ses épaules, ils sont partis à travers bois. Après 3 nuits et 3 jours de marche, l'homme l'a laissé sur la place où on l'a trouvé, lui a remis la lettre et il est parti. Dans Nuremberg, ville de la vieille Allemagne, en pleine période romantique, l'histoire de cet enfant de la nuit, de cet inconnu venu du mystère, fait sensation, enflamme les imaginations. Qui est Gaspard Hauser? Le bourgmestre fait placarder des avis donnant le signalement du jeune homme et invitant la population à donner des renseignements. Mais personne n'a jamais vu, personne ne connaît Gaspard. En attendant, on le confie à un professeur de la ville, Georges Daumer, qui entreprend son éducation. Et Gaspard fait de rapides progrès. C'est un élève appliqué, doux, consciencieux, doué. Il est là chaque matin à sa leçon, il apprend l'alphabet, il apprend à compter. On lui raconte des choses extraordinaires, la géographie, l'histoire, les hommes, la civilisation. Il écoute émerveillé, un peu inquiet, il se fait répéter, il pose des questions. Le soir, il se redit ses leçons. Nuremberg, 30 000 habitants. L'Allemagne, l'Europe, la Terre est ronde, nous sommes en 1828. Il a du mal, et il faut le comprendre. Ce n'est pas si facile à imaginer toutes ces choses quand on a cru pendant 16 ans que le monde comprenait seulement 2 chevaux de bois, un chien de bois et un homme en noir. Mais le professeur Daumer est aussi un adepte fervent des sciences occultes. Et il s'intéresse aux rêves de Gaspard. Quand un jour il lui dit qu'il a rêvé d'un grand château avec des pièces magnifiques et des gens merveilleusement habillés, pour Daumer c'est une preuve. Gaspard est bien né dans un château. Il y a vécu quelques jours avant d'être mystérieusement conduit dans sa sinistre prison. Gaspard Hauser est enfant de prince ou de roi. On l'a séquestré pour l'empêcher de régner. Et Daumer n'est pas le seul à le penser. L'énigme de Gaspard Hauser s'est rapidement répandue dans toute l'Europe et l'Europe romantique recherche elle aussi avec passion de quel puissant de ce monde Gaspard peut bien être le fils.
Il faut donc trouver quelle famille princière aurait perdu un enfant en bas âge dans les années 1811-1813. Il n'y en a qu'une. La famille de Bade. Stéphanie de Bade a eu une destinée romantique. Née Stéphanie de Beauharnais, cousine de Joséphine, la femme de Napoléon, elle est à la fin de la Révolution orpheline et misérable. Mais quand le mari de sa cousine prend le pouvoir, c'est au contraire un conte de fées. Napoléon l'adopte comme sa fille et lui fait épouser le prince de Bade. N'entrons pas dans le détail des intrigues de palais à la cour de Bade, disons seulement que le mari de Stéphanie appartenait à la branche aînée, mais que l'autre branche avait tout intérêt à ce que Stéphanie n'ait pas d'héritier mâle. Et c'est ce qui arriva. Le couple eut 3 filles et 2 garçons, morts tous les 2 en bas âge, dont l'un le 15 octobre 1812. Et si l'enfant n'était pas mort? Si on l'avait enlevé à sa naissance et confié en secret à un paysan? Si l'enfant était Gaspard Hauser? Si Gaspard Hauser était l'héritier du grand-duché de Bade? Et c'est bien sûr la thèse qu'adopte immédiatement le public. Dans toute l'Europe, des historiens, des journalistes se penchent sur le problème, cherchent des preuves. Mais ont-ils songé que tout cela n'est pas sans risque pour Gaspard? Que si on établissait qu'il est réellement l'héritier du grand-duché, cela ne ferait pas plaisir à tout le monde, en tout cas pas à l'héritier officiel. Le 17 octobre 1829 est un samedi. Il y a maintenant près d'1 an et demi que Gaspard est sorti de sa nuit. Et il s'est peu à peu habitué aux hommes. Gaspard, qui avait le droit de maudire l'humanité entière, est un modèle de douceur, de gentillesse, de modestie. Il est toujours souriant, toujours prêt à rendre service, à se dévouer. En le voyant, qui se douterait qu'il est l'enfant du mystère, l'énigme de son siècle? Oui, pour un peu, on penserait que Gaspard Hauser est un homme comme les autres. Et pourtant, en ce samedi 17 octobre 1829, son destin va prendre un tour nouveau, celui de la tragédie. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le matin de ce 17 octobre 1829, Gaspard est allé faire le marché pour monsieur et madame Daumer. Il devait rentrer à 11 heures. À midi, il n'est toujours pas là. On le cherche dans la maison, au jardin, personne. C'est dans la cave qu'on le découvre, évanoui, une plaie béante à la tête. On appelle le médecin. Ce n'est pas très grave. C'est superficiel. Gaspard peut parler. Un homme, dans la cave. Il m'a dit « Tu ne sortiras pas vivant d'ici. » Alors il m'a frappé. Et puis, je sais plus. L'enquête de police ne donna rien. Aucun indice ne permit d'identifier le mystérieux inconnu. Gaspard se rétablit. Alors on décide de le confier au conseiller municipal Biberbach, chez qui, pense-t-on, il sera mieux protégé. Pourtant, 6 mois plus tard, un coup de feu éclate dans la chambre du jeune homme. Les Biberbach se précipitent. Gaspard est là, hébété, les bras ballants, blessé à la tempe. Il affirme qu'il est monté sur une chaise, qu'il est tombé et qu'il a accroché dans sa chute un des 2 revolvers qu'on lui avait donnés pour se défendre. Pourtant, ce n'est pas vrai, ce ne peut pas être vrai. La blessure de Gaspard n'est pas causée par une arme à feu, sinon il y aurait eu des traces de brûlure. Alors, pourquoi Gaspard ment-il? A-t-il été attaqué par quelqu'un? Et s'il ne dit pas la vérité, est-ce parce qu'il connaissait son agresseur? C'est un mystère nouveau qui vient s'ajouter aux autres. À partir de ce moment, la vie de Gaspard Hauser est vagabonde. Il passe d'un foyer à un autre. Il est recueilli pendant 1 an chez le baron von Tucker. Et puis, un riche excentrique anglais, Lord Stanhope, le prend sous sa protection. Il a fait spécialement le voyage d'Angleterre pour découvrir le mystérieux jeune homme dont tout le monde parle. Il décide de prendre Gaspard à sa charge, il lui donne 500 florins, et il promet 500 autres florins à qui découvrira ses origines. Pendant quelque temps, sous la conduite de son protecteur, Gaspard fréquente les salons à la mode, il fait sensation. Les belles dames veulent le toucher, le caresser. Chaque fois, il est l'attraction, la bête curieuse. Gaspard sourit aux belles dames, aux beaux messieurs si bien habillés, avec ce sourire qui a toujours été le sien. Un bon sourire d'enfant.
Lord Stanhope se lasse assez vite de Gaspard. Il le confie à des amis, le professeur Meyer et sa femme, qui habitent la petite ville d'Ansbach, et leur laisse de quoi payer sa pension. Gaspard quitte donc les mondanités, les papotages, la curiosité des gens bien, pour se retrouver enfin pour la première fois dans un foyer qui l'accueille vraiment. Là, dans cette ville de province, auprès de ce couple uni, il se sent bien, car Gaspard est un garçon tout simple. Il joue avec les enfants et les enfants l'adorent, car ils sentent tout de suite qu'il leur ressemble, qu'il est comme eux. Gaspard adopte Madame Meyer. Il la considère comme sa mère et il ose quelquefois l'appeler maman. Monsieur Meyer se charge de lui trouver une place. Grâce à lui, Gaspard a un petit emploi. Il fait des écritures au tribunal de la ville. Gaspard va souvent aussi chez le pasteur, qui entreprend son éducation religieuse. Et là encore, il est un bon élève, attentif, plein de bonne volonté. Les années 1832 et 1833 passent tranquillement dans un climat familial et paisible. L'immense vague de curiosité qui avait entouré Gaspard Hauser s'est apaisée. Oh, on ne l'a pas oublié, mais il est devenu un mythe, dont les écrivains et les poètes se sont emparés. Mais l'homme lui-même, on le laisse tranquille. On ne se soucie plus de lui. Noël 1833 approche. Gaspard passe maintenant inaperçu dans les rues d'Ansbach. On ne se retourne plus sur lui, on ne le montre plus du doigt. Il s'est intégré parmi les hommes. Et d'ailleurs, c'est bientôt Noël. Tout le monde ne pense qu'à préparer cette fête. Gaspard a passé toute la matinée du 14 décembre 1833 chez le pasteur. Gaspard est très habile de ses mains. Il aide les enfants du pasteur à découper et à coller sur du carton des images pour faire la crèche. Le pasteur s'en va. Gaspard reste seul avec les enfants, et quand la crèche est terminée, il s'en va à son tour. « Je vais au jardin public. Au revoir, les enfants. » Il est 3 heures de l'après-midi. À 3h30, Gaspard arrive chez les Meyer. Il est tout pâle. Il a un pauvre sourire. Il agrippe le bras de M. Meyer. Le jardin. Un homme. Un couteau. Donner une bourse. Blessé, j'ai couru. La bourse est restée là-bas. On l'allonge. On le déshabille. Il a une plaie au côté gauche, un peu au-dessous du cœur. Le médecin et la police arrivent en même temps. Gaspard sue à grosses gouttes. Il a du mal à parler. Un homme. Ce matin, il m'a donné rendez-vous à 3h. C'était pour me dire ma naissance. Et quand j'arrive, il me donne une bourse. Je la prends et il me donne un coup de couteau. Un policier se rend au jardin public. Il y a effectivement par terre une petite bourse violette. À l'intérieur, un texte écrit à l'envers qu'on peut lire en le plaçant devant un miroir. Hauser pourra vous le raconter très exactement comment je suis et d'où je suis. Pour épargner la peine à Hauser, je veux vous le dire moi-même d'où je viens. Je viens de la frontière de Bavière, sur le fleuve. Mon nom est M.L.O. Malgré les soins, l'état du blessé s'aggrave. Le 17 décembre, il délire, il réclame sa mère, c'est-à-dire Madame Meyer. Le pasteur est appelé. « Comment allez-vous, Gaspard ?»« Bien, monsieur le pasteur, mais je suis si fatigué. »« Ça va aller mieux, Gaspard. Faudra encore continuer la crèche. Elle n'est pas tout à fait finie. »« Je veux bien, monsieur le pasteur. Mais je ne sais pas si je pourrais. » Gaspard. Y a-t-il quelque chose dans votre conscience que je peux soulager? Rien. Je suis tranquille et j'ai demandé pardon à tout le monde. Le pasteur ne comprend pas. Voyons, vous voulez dire que vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal? Gaspard avale péniblement sa salive. Pourquoi pardonner?
Personne ne m'a rien fait. Le 17 décembre 1833, quand l'horloge de la cathédrale sonna 10 heures du soir, le pasteur qui était penché auprès du lit se redressa et fit le signe de la croix. Gaspard Hauser était mort. L'enquête qui suivit fut sans précédent pour l'époque. Le roi de Bavière promit une prime de 10 000 florins pour la découverte de l'assassin. Le dossier de l'instruction compta, quand il fut terminé, 3 300 pages. On fouilla à l'Allemagne, une partie de l'Europe. L'affaire eut des implications politiques. La cour du Grand-Duché de Bade ne fut pas épargnée, mais pourtant on ne trouva rien, absolument rien. Et 2 ans plus tard, on referma définitivement le dossier. Et on en resta là pendant plus d'1 siècle. Que savons-nous aujourd'hui? D'abord que la légende romantique qui fait de Gaspard Hauser le fils du prince de Bade est sans fondement. En 1875, on procéda à l'exhumation du corps du bébé mort en 1812. Il n'y a aucun doute possible, c'était bien lui, l'héritier du Grand-Duché de Bade. Mais alors, qui a tué Gaspard? Eh bien, voyez-vous, il faut revenir aux faits. D'abord, dans les 3 agressions, à aucun moment, et malgré les enquêtes qui ont été faites, on n'a jamais pu découvrir la moindre trace d'agresseur. Les seules indications en ce sens étaient les déclarations de Gaspard lui-même. Ensuite, il y a cette phrase du billet de la bourse trouvé dans le jardin où Gaspard Hauser a rencontré la mort. « Je veux vous le dire moi-même d'où je viens. » Or, cette phrase plutôt curieuse se retrouve à 2 reprises textuellement dans le journal intime que Gaspard Hauser tenait en secret. Enfin, souvenez-vous de ces dernières paroles. « Je demande pardon. Personne ne m'a rien fait. » Oui, il faut sans doute les prendre à la lettre. Personne n'a rien fait à Gaspard Hauser, ou plutôt, personne ne l'a tué. C'est lui-même qui, à 3 reprises, a tenté de mettre fin à ses jours. Mais alors pourquoi a-t-il fait cela, me direz-vous? Sans doute parce que les hommes ont bâti autour de lui un mythe, qu'il est devenu un objet de curiosité et que cela lui a tourné la tête. Il était le mystère vivant, on lui posait des questions, on lui demandait d'où il venait. Pendant un moment, les belles dames, les beaux messieurs se le disputaient, et puis ils l'ont oublié. Alors il a voulu se rappeler à eux, entretenir de nouveau le mystère, et en inventant cet inconnu qui le poursuivait pour le tuer, rester jusqu'au bout Gaspard Hauser. Gaspard Hauser s'est pris au jeu qu'on voulait lui faire jouer, et il a tenu son rôle jusqu'à la fin. Mais les questions demeurent car Gaspard a bien été séquestré jusqu'à l'âge de 16 ans, dans des conditions épouvantables. Et pourquoi? Si nous sommes sûrs qu'il n'était pas l'héritier du Grand-Duché de Bade, nous ne savons toujours pas aujourd'hui qui était Gaspard Hauser. Ou plutôt, si, nous le savons. Enfin, c'est un mythe, un des grands mythes romantiques. Gaspard est l'homme venu de la nuit et retourné à la nuit. Il a connu un moment la civilisation des hommes, mais il n'était pas fait pour elle, et il s'en est allé d'où il venait, sans bruit, discrètement. Mais toute une génération a chanté Gaspard Hauser, s'est identifiée à son destin tragique, et c'est sans doute Verlaine qui lui a dédié le plus beau des adieux. Suis-je né trop tôt ou trop tard? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Ô vous tous, ma peine est profonde. Priez pour le pauvre Gaspard. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là.
À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Voici une grande enquête de gendarmerie. Un mélange de police moderne et de police à l'ancienne, parfaitement efficace. Une affaire qui se déroule en 2005 en Bretagne, en marge du Technival de Carnouët, un rassemblement de musique techno. On retrouve le cadavre d'une adolescente de 18 ans. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebrun. Europe 1. Christophe Ondelatte. On est en juin 2005 et Mathilde Krogenek, est en vacances. Elle a 18 ans et ses parents ont accepté qu'elle aille à son premier Technival. Le Technival de Carnouët dans les Côtes-d'Armor. 3 jours de musique techno à fond dans les oreilles. Du vendredi au dimanche, sans s'arrêter. Les parents ont un peu tiqué, bien sûr, à cause de la drogue qui circule en général dans les Technivals. Mais bon, elle a 18 ans, il faut bien qu'elle prenne son envol. Et puis, le Technival de Carnouët se déroule depuis 2 ans dans un cadre légal, avec l'assentiment des autorités. Forcément, ça rassure. Les parents n'ont posé qu'une condition. T'iras avec tes cousines, hein? Sophie et Marie-Aude. Ben oui, ça nous rassurera quand même, hein? Va pour les 2 chaperones. Et donc le vendredi matin, les voilà partis à 2 voitures, Mathilde et son petit copain, Adrien dans l'une, et les 2 cousines dans l'autre. Direction Carnouët, où ils arrivent en fin d'après-midi. Et là, le choc. 40 000 teufeurs ont déjà investi les 60 hectares de la fête. Ça va être chaud, chaud, chaud. Bon, si on se perd, faudrait qu'on se fixe un point de rendez-vous. Ouais, t'as raison. Écoute, on n'a qu'à se retrouver là, devant ce smiley là, ce smiley géant. Ok, ça roule. Sage précaution que ce point de rendez-vous. Parce que, au bout d'1 heure, emportés par la foule, Mathilde et Adrien ont perdu les cousines. Mais qu'importe, quelques verres, quelques pétards, et ils se mettent à danser. Dans la soirée, ils se retrouvent comme ça plusieurs fois, et puis ils se perdent à nouveau. Un Technival, ça n'est pas un rassemblement de scouts. Et puis, les premières lueurs du jour apparaissent, le jour se lève, chez les teufeurs, la fatigue commence à se faire sentir, et les 2 cousines sont au pied du smiley géant depuis un bon moment. Mais ils sont où, putain? Mathilde et Adrien ne sont pas là. Au même moment, 2 autres teufeuses cherchent un coin discret pour faire pipi. Discret et propre. Parce qu'à cette heure-là, après une nuit de teuf, les toilettes sont dégoûtantes. Elles choisissent une petite forêt de sapins qui jouxte le champ. Elles entrent dans le bois. Et on les entend hurler. Elles viennent de buter sur un corps. Le corps d'une jeune fille, nue, les jambes écartées et couvertes de sang. Les gendarmes bouclent immédiatement la zone. Pour l'instant, la jeune fille n'est pas identifiable. Elle n'a ni ses papiers, ni son portable. Juste des clés de voiture au fond de la poche de son jean. Une teufeuse a été assassinée. La nouvelle parcourt le Technival comme une traînée de poudre. Et bien sûr, elle arrive aux oreilles des 2 cousines, pile au moment où Adrien déboule. Hagard. Il a le sac et les chaussures de Mathilde à la main. Il a l'air complètement stone.
Oh, j'en peux plus. Je rentre me coucher. Elles n'ont ni le temps, ni le courage de lui dire leur inquiétude. Adrien est déjà parti. Et donc c'est seul, en tremblant, qu'elles vont voir les gendarmes. Bonjour. Voilà, notre cousine a disparu. Ça fait plus de 3 heures qu'on la cherche. À quoi elle ressemble, votre cousine? Comment est-ce qu'elle est habillée, par exemple, s'il vous plaît? Ben, elle est blonde, les cheveux au carré, les yeux bleus. Elle porte un jean et un t-shirt. Elle avait peut-être aussi un sweat. Elle est venue en voiture? Oui. Vous pouvez nous montrer la voiture? Arrivés à la voiture, les gendarmes sortent une clé de leur poche, celle qu'ils ont trouvée sur le corps, et ils la glissent dans la serrure. Et la voiture s'ouvre. La morte, c'est donc Mathilde. Mathilde a été assassinée. Les gendarmes ordonnent le bouclage complet du Teknival. Vous prenez les identités de tous ceux qui sont là, tous. Le problème, c'est que beaucoup de teufeurs sont déjà partis. Ils relèvent 20 000 identités. Et ils interrogent les 2 cousines. Vous savez, Mathilde, elle était très sociable, comme on dit. Elle a forcément parlé à plein de gens. Et son petit ami, lui, on sait pas trop. Et il nous a pas aidé à la chercher. Il est rentré chez lui et... Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Adrien, on a des doutes sur lui. Tout à l'heure, quand il est arrivé, il était bizarre. Et en plus, il avait son sac et ses chaussures. Le sac et les chaussures de Mathilde à la main. Il nous a même pas demandé où elle était. Et il est rentré chez lui. Ah, ça nous fait une piste, ça. Le petit copain. Le lendemain à l'aube, les gendarmes convoquent Adrien, qui arrive avec ses parents. Ils le placent en garde à vue, direct, histoire de lui donner un coup de pression. Je me souviens de rien. J'avais beaucoup bu. J'ai pris de la drogue aussi. Je suis incapable de vous raconter la soirée, incapable. On lui fait une prise de sang, on prend ses empreintes, et on le relâche. C'est peut-être lui, mais c'est trop tôt. Les TIC, évidemment, les experts de la gendarmerie, ont ratissé la scène de crime. Ils ont trouvé un couteau à cran d'arrêt, couvert de sang, et l'emballage d'un préservatif maculé de sang lui aussi. Et puis, le légiste procède à l'autopsie du corps de Mathilde. Bon, première chose sans surprise, elle avait bu, pas mal. Taux d'alcoolémie de 0,85 grammes par litre de sang. Et puis, sans surprise non plus, elle avait consommé de la drogue, alors on a de l'ecstasy et de la cocaïne. Bon, à part ça, j'ai compté 28 coups de couteau, dont au moins 15, 15 étaient mortels. Elle avait aucune chance d'en réchapper. Le foie, rien que le foie, est perforé à 6 endroits. Et les poumons aussi sont perforés. Ils sont pleins de sang. Elle est donc morte à la fois d'asphyxie et d'hémorragie, les deux en même temps. Est-ce qu'elle a été violée? Ça, c'est difficile à dire. À minima, elle a subi des attouchements, après la mort. Peut-être avant, mais des attouchements, au minimum. Et puis, vous vous souvenez que près du corps, on a retrouvé un couteau à cran d'arrêt et un emballage de préservatif. Sur l'emballage, le labo a dégagé un ADN masculin. Mais la limite, c'est que, dans ce sous-bois tout proche du Teknival, on a trouvé des préservatifs partout. On a baisé comme des lapins dans ce sous-bois la nuit du crime. Quant au couteau, le labo dit qu'il n'a trouvé aucun ADN dessus. Aucun ADN autre que celui de Mathilde.
Mais les gendarmes sont têtus. Ils renvoient le couteau au labo avec ordre de le démembrer, de le démonter entièrement. Un couteau à cran d'arrêt, il peut y avoir de la transpiration qui a glissé à l'intérieur et de tout petits bouts de peau qu'on appelle des cellules épithéliales. On retrouve ce genre de truc aujourd'hui. Et bingo. Bon, vous aviez raison, hein. Il y a de l'ADN sous le manche du couteau. Et ça n'est pas l'ADN du petit copain, Adrien, qui est donc mis hors de cause. Je vous le dis, les gendarmes de Saint-Brieuc ont décidé de mettre le paquet sur cette enquête. Ils constituent une cellule d'investigation spécialement dédiée, qu'ils baptisent Homicide 22. Et ils mobilisent 12 hommes à plein temps. Maintenant qu'ils ont un ADN, c'est plus simple. Par exemple, on leur a parlé d'un Polonais qui avait du sang sur son t-shirt. Ils vont le voir, ils lui font un test, ça n'est pas son ADN. Le Polonais rentre chez lui. 12 suspects vont comme ça sortir du dossier grâce à l'ADN. En parallèle, les gendarmes exploitent aussi ce qu'on appelle la téléphonie. Qui a appelé qui sur son portable ce soir-là depuis le Technival? Réponse, 500 000 coups de fil ou SMS. Il y a de quoi se noyer. Mais les gendarmes ont l'habitude. Et surtout, il ne s'agit pas de traiter ces données avec une gomme et un crayon. On n'est plus dans la police à papa. Il y a des logiciels pour ça. Ils introduisent les données téléphoniques dans leur logiciel et ils les croisent avec les 20 000 identités qu'ils ont relevées sur place. Et puis, ils font tourner les 2 fichiers croisés avec le fichier de la police. Et là, ils hallucinent. Ça clignote de partout. Ah ben dis donc, il y avait un paquet de délinquants dans ce Technival. Hein. En vérité, essentiellement des trafiquants de drogue. Les gendarmes étudient aussi bien sûr la téléphonie spécifique de Mathilde. Pas son téléphone, on ne l'a pas retrouvé, mais la facture détaillée de son portable, avec la géolocalisation des appels. Et le résultat est à la fois très intéressant et très surprenant. Le jour de son assassinat, le téléphone de Mathilde a accroché une borne à Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, c'est-à-dire à 150 kilomètres du Technival. Et après, plus rien. Plus un coup de fil. À partir de là, les jours passent, les semaines, l'enquête s'enlise. Pas une piste. Et là, les gendarmes décident d'en revenir au couteau. Le couteau à cran d'arrêt. Car ça n'est pas un modèle banal. On ne le trouve pas au supermarché du coin. Ce modèle de couteau à cran d'arrêt, renseignement pris auprès du fabricant, il ne s'en est vendu que 221 dans toute la France. Et vous avez un revendeur, s'il vous plaît? Voyons, oui. Le Grand Bazar, au Mont-Saint-Michel. Quelle drôle d'idée de vendre des couteaux à cran d'arrêt au Mont-Saint-Michel. Bref, les gendarmes débarquent au magasin. Ils se font remettre les rouleaux de caisse des derniers mois. Et ils se lancent dans un travail titanesque. Bon, ce qu'on cherche, c'est un montant de 22,10 €. C'est le prix du couteau. Avec un peu de chance, le gars l'aura payé par carte ou par chèque. S'il a payé en liquide, évidemment, ça ne servira à rien. Tout ça leur prend un temps fou. Et ça ne débouche sur rien. Et l'enquête replonge dans le néant, dans la torpeur de l'été. Et puis, arrive le mois de septembre, la rentrée. Et soudain, le téléphone portable de Mathilde se remet à émettre. À Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, justement, là où il avait été mis pour la dernière fois. On a changé la puce, mais vous savez que les portables ont un numéro à eux, le numéro email. Quelqu'un utilise le téléphone de Mathilde avec une autre puce.
Et grâce à cette puce, on sait tout de suite qui c'est. Et quand les gendarmes entrent le numéro dans leur logiciel, bingo de chez bingo. Le gars était au Technival le jour du crime. Il y était avec 4 amis. Encore mieux. Dans les 4, il y en a un qui est fiché pour vol au pluriel. Le 15 novembre, les 5 garçons sont placés en garde à vue. On commence par prendre leur ADN. Bien, jeune homme. Savez-vous que vous êtes en possession du téléphone de la jeune fille qui a été retrouvée morte poignardée au Technival de Carnouette? Je vous écoute. Oh non? Oh, je vous jure, je savais pas. C'est pourtant le sien. Comment est-ce que vous l'expliquez? Ce portable, moi je l'ai trouvé. Et pourquoi est-ce que vous avez attendu plus de 2 mois pour l'utiliser alors? J'ai fait tomber mon portable en septembre dernier, il s'est cassé. Alors je me suis souvenu que j'avais celui-là, quoi. Mais je vous jure, je savais pas qui était la propriétaire. Moi je l'ai jamais vue, cette fille. Il peut très bien mentir. Mais l'ADN de ces 5 garçons ne matche pas avec l'ADN du couteau. Alors ils sont blanchis et relâchés. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Pensez à covoiturer. Europe 1. Andelatte raconte la suite de votre récit. Ces atermoiements, évidemment, sont difficiles à vivre pour les parents de Mathilde. Régulièrement, on les appelle pour leur dire « il y a du nouveau ». Et puis dans la foulée, on leur dit « désolé, ça n'a rien donné ». Le père s'enferme dans la dépression. Et en janvier 2006, 6 mois après la mort de Mathilde, il meurt. Il meurt de chagrin, de désespoir. Ça fait 2 morts. Ça fait 2 morts. Et toujours pas de suspect. Le procureur en est arrivé à un point où il envisage de relever l'ADN des 20 000 personnes identifiées au Technival. Et celui de tous les hommes adultes de Carnouette. Et s'il le faut, de tous les hommes fichés de la région. S'il va au bout, ça va coûter une petite fortune. En attendant, les gendarmes continuent d'explorer toutes les pistes. Et à un moment donné, ils décident d'exploiter les photos prises par Adrien pendant la teuf. Il a pris au total 40 clichés. Et comme il était souvent près de Mathilde, dessus il y a peut-être la tronche du tueur. Il passe tous les clichés au crible. Et il les montre à Adrien et aux cousines de Mathilde. Ces deux-là, là. Je sais pas qui c'est, ça me dit rien. Ils isolent 2 hommes que personne ne reconnaît. L'un d'eux a un t-shirt siglé Georgette Forever, il est rapidement identifié. C'est un cracheur de feu que Mathilde et ses amis ont croisé au cours de la soirée. Il est retrouvé, mais son ADN ne colle pas. Il est donc blanchi. Le deuxième homme, les gendarmes l'appellent l'homme au pull rouge. Il est brun, très bronzé, souriant. Il a l'air d'être saoul comme un cochon. Et sur l'une des photos, il est bras dessous avec Mathilde. Le cliché a été pris à 6h23 du matin. Personne ne se souvient de lui. Les gendarmes décident de diffuser cette photo à tous les commissariats et toutes les gendarmeries de France. On ne sait jamais.
La suite se passe au commissariat de Rennes, où un homme est entendu dans le cadre d'une affaire qui n'a rien à voir, une histoire de fraude au ticket restaurant. Et complètement par hasard, il voit sur le mur la photo de l'homme au pull rouge. Ah mais je le connais lui. J'ai fait mon service avec lui. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ah ben oui. Comment il s'appelait déjà ce taré? Ça prend un peu de temps, mais un prénom lui vient. Il s'appelait Alain, je crois. Enfin, j'en suis sûr même. Mais alors le nom de famille, j'ai zappé. Le policier le laisse mariner encore un peu. Et tout d'un coup, il l'entend dire. Alain Kernois, Kernois. Kernois, c'est son nom, Alain Kernois. Ce type vient d'offrir un coup de pouce déterminant à l'enquête. Les policiers appellent tout de suite les gendarmes, qui se mettent immédiatement sur le coup. Selon les premières infos que les gendarmes ont pu recueillir, cet Alain Kernois travaille dans la marine. Il serait rattaché à l'arsenal de Brest. Alors ils vont à Brest. Mais leurs informations étaient un peu moisies. Kernois? On ne l'a plus chez nous, hein. Il a quitté la marine il y a 2 ans. Et vous avez, je sais pas, une adresse, un contact? Ah non, négatif. Rien du tout. Désolé. La marine leur fournit tout de même une photo. Et honnêtement, il ne ressemble en rien aux photos de la soirée. Il a l'air pâle alors que, sur les clichés, il était bronzé. Et là, bêtement, ils auraient dû commencer par ça. Les gendarmes passent le nom d'Alain Kernois au fichier de police. Et ce Kernois, il a été arrêté il y a 3 mois pour exhibition sexuelle. Oui, il se masturbait dans sa voiture. Et puis après, il a suivi une mineure. Et donc, elle a relevé sa plaque, et c'est comme ça qu'on l'a coincé, quoi. Et vous allez pas le croire. Il a reconnu les faits, sans honte, en nous disant, bah oui, je me masturbe souvent dans ma voiture. Voilà. Aujourd'hui, il vivrait à Marseille, chez ses parents. Les gendarmes mettent les comptes bancaires de ce Kernois sous surveillance. Et là, ils s'aperçoivent qu'en ce moment, il est en Pologne. Et au passage, il ratisse ses relevés bancaires. Quelques jours avant le Technival, l'oiseau était au Mont-Saint-Michel. Et il a dépensé 82,50 € à l'armurerie du Mont-Saint-Michel, le grand bazar. Et donc, possiblement, il a acheté là-bas ce couteau à cran d'arrêt. Plus autre chose. Donc ça sent bon, tout ça. Pourvu qu'il rentre de Pologne. Un jour, toujours sur son compte bancaire, les gendarmes voient qu'il vient d'acheter un billet Varsovie-Marseille. Ils le cueillent dès qu'il arrive chez ses parents. Et ils le placent en garde à vue. Au début, Alain Kernois fait le mec qui ne comprend pas ce qu'il fait là. On lui fait une prise de sang. Il se laisse faire. On aura les résultats dans 6 heures minimum. Alors en attendant, l'interrogatoire continue. Monsieur Kernois, est-ce que vous vous êtes déjà rendu dans les Côtes d'Armor? Ouais, quand je travaillais en Bretagne. J'ai dû passer une fois en allant au Mont-Saint-Michel. Qu'est-ce que vous êtes allé faire au Mont-Saint-Michel? Bah, je visitais, quoi. Juste visiter? Ouais. Ah, et puis j'ai acheté des couteaux aussi. Il va même jusqu'à détailler les modèles de couteaux, dont le fameux couteau taïwanais de type Ranger's Knife, à manche bleue ajourée. Toujours en attendant les résultats de l'ADN, les gendarmes perquisitionnent sa chambre, chez ses parents. Il se prête au jeu. Il montre tout ce qu'il a. Ses étoiles ninja, ses autres couteaux. Et là, les gendarmes tombent sur une recette pour fabriquer du GHB, la drogue du violeur. Et puis toujours dans l'attente des résultats ADN,
ils reprennent l'interrogatoire. Vous vous êtes déjà rendu au Technival de Carnouët, monsieur Carnouët? Bah oui. Moi, je suis allé au Technival de Carnouët l'année dernière. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Bah, j'ai écouté la musique, j'ai dansé, j'ai picolé, j'ai dragué des filles, j'en ai embrassé quelques-unes, je sais pas combien d'ailleurs, sous des tentes, derrière des camions, à l'abri des arbres, enfin, un Technival quoi. Ça se précise. Mais lui, continue de se la jouer, très décontracté. Il dit des trucs comme « Oh putain, il fallait que je porte ma voiture au garage. J'avais pris rendez-vous pour demain, merde. Ben, elle va rester en panne. » Ou encore « C'est le mariage de ma sœur samedi. J'ai toujours pas acheté ma tenue, hein. Ça va me retarder tout ça. » Et puis aussi, il fallait que je passe au consulat de Pologne pour m'enseigner pour un permis de séjour pour ma copine. Et là, tombent les résultats des analyses génétiques. Il ne fait plus le mariole, parce que c'est lui. Son ADN colle avec l'ADN relevé sur le couteau. Alain Kernoat est l'assassin de Mathilde, même s'il tente une dernière pirouette. Ouais, c'est vrai, j'ai rencontré cette fille. Et même à la fin de la nuit, j'ai fait l'amour avec elle dans une sapinière. Mais après, ça a mal tourné. Il y a 3 punks qui sont arrivés. Ils nous ont emmerdés. Et ils nous ont carrément agressés. Et là, ils m'ont mis un couteau dans la main et ils m'ont obligé à la frapper avec. Et je me suis enfui. Je sais pas ce qui s'est passé ensuite, moi. Des punks qui lui ont mis un couteau dans la main. Il fallait la trouver, celle-là. À 3 heures du matin, les gendarmes le remettent en cellule. À 8 heures, ils vont le rechercher. Et il a une nouvelle histoire à raconter. Mathilde, elle est venue avec moi de son plein gré. Au début, on a échangé des caresses, et puis... on n'a pas eu de relation sexuelle, hein. Et puis... je me suis mis à la frapper. Sans raison. J'ai commencé à lui donner des coups de couteau comme ça. Elle s'est enfuie. Je l'ai rattrapée. C'est comme si j'étais... dans un jeu vidéo, quoi. Et j'ai encore donné des coups de couteau. Mais c'est comme si, vous voyez, elle était en plastique, quoi. Je me souviens de la plaie à la gorge. Elle était aussi large que mon doigt. Alain Kernoat vient d'avouer, et il ajoute qu'il l'a déshabillée, et qu'il a remarqué ses beaux petits seins ronds et ses jolies cuisses. Et il dit qu'il lui a touché le sexe avec les doigts. Et on voit tout de suite dans ses aveux quel sera le débat du procès. Il dit « Je me suis mis à la frapper sans raison. Autrement dit, j'étais dans un état second. À cause des drogues qu'il avait prises? Eh bien non, il n'a pas consommé de drogue ce soir-là. Juste de l'alcool. » Alors avant de le retrouver sur les bancs de la cour d'assises, qui est ce garçon? Quelle est son histoire? C'est un fils de militaire devenu militaire lui-même. Manifestement complexé depuis tout petit par sa taille. Il a pris un traitement hormonal pour grandir, mais il n'a pas dépassé les 1,60 m. Les experts psychiatres disent qu'il est d'intelligence normale, sans déficience. Et bien entendu, qu'il est responsable de ses actes. Il dit qu'il a en partie oublié ce qui s'est passé la nuit du Technival. Mais les psys pensent que son amnésie l'arrange, que c'est un manipulateur, un dissimulateur, un mythomane. Ce que confirment beaucoup de ceux qui l'ont fréquenté dans la marine. Ah ben un jour, il a dit qu'il avait vu des dizaines de cadavres pendant le tsunami. C'était pas vrai. Il disait aussi à l'armée qu'il couchait avec des dizaines de filles. Et ça aussi, c'était un mensonge. La vérité, c'est que quand ils étaient en escale, par exemple à Kuala Lumpur en Malaisie ou à Djibouti,
Il allait au but, avec un intérêt marqué pour les jeunes filles mineures. Et d'ailleurs, il avait un petit nom à l'époque. On l'appelait le pédophile, ou Mister GHB. Le juge organise bien sûr une reconstitution à Carnouët, mais il dit que sa mémoire lui joue des tours. Il ne sait pas, dit-il, refaire les gestes. Le procès d'Alain Carnoat s'ouvre le 22 septembre 2008 à Saint-Brieuc. La cour. Et d'emblée, voilà sa ligne de défense. Je suis un fan de jeux vidéo, quoi. Je vis pas vraiment dans le monde réel. Je me suis cru dans un jeu vidéo, en fait. C'est pas gagné comme ligne de défense. D'autant que pendant les débats, avec beaucoup de maladresse, il a l'air persuadé de s'en tirer, qu'il va ressortir libre. Il ne réalise pas du tout la gravité de ce qu'il a fait. Ajoutez à ça que, pas une fois pendant le procès, il n'a un regard, un mot pour les parents de Mathilde. En revanche, il mate en permanence la petite sœur de Mathilde. Tout le monde le voit. Et d'ailleurs, à un moment, elle ne peut plus le supporter, elle quitte la salle, et une fois à l'extérieur, elle se met à pousser des hurlements. Des hurlements qui retentissent jusque dans la salle d'audience. Et puis, vient le verdict. Et là, il comprend. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il reste prostré dans son box pendant près de 20 minutes. Et bien sûr, il fait appel. Il est rejugé en février 2010 à Rennes. Et cette fois-là, il enrôle le meilleur des avocats, Éric Dupond-Moretti. Et Dupond-Moretti, voyez-vous, c'est un avocat qui est capable de recadrer son client quand il dégoise. C'est insoutenable, enfin. Soyez clair, soyez net, soyez précis. D'une certaine manière, Dupond-Moretti sauve ce procès. Mais pas son client, qui est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de peine de sûreté. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.